pour pouvoir incarner ce leadership authentique, c'est important à un moment donné de pouvoir sortir des sentiers battus. Et donc, ça devient primordial de pouvoir prendre les bons choix au bon moment et donc avoir une certaine capacité de lecture de notre environnement, de notre écosystème, pour pouvoir à un moment se faufiler, créer son chemin et pouvoir décupler quelque part son potentiel, créer son impact. Et une autre façon de parler en fait de ce leadership authentique, c'est de dire comment finalement on pourrait maîtriser au mieux notre intelligence. Parce que forcément, si je maîtrise mon intelligence, à un moment donné, prendre des choix, ça devient beaucoup plus simple en réalité. Alors, on pourrait croire qu'on facilite le propos en parlant de maîtriser son intelligence, mais en fait, finalement, c'est encore peut-être ouvrir un champ encore plus complexe, parce que qu'est-ce que c'est que l'intelligence ? C'est encore moins mesurable finalement que la notion d'être un leader, de vivre pleinement sa vie, sa propre vie. Et voilà, il y a quelques tests à un moment donné qui ont essayé de mesurer ce que c'est que l'intelligence. Donc on pense bien sûr au texte de QI. Et en fait, en regardant un peu l'historique de ce test, on se rend compte que c'était pas du tout censé mesurer l'intelligence au départ, mais beaucoup plus de trier en fait sur quels sont les élèves qui sont aptes à suivre le cursus traditionnel, ou quels sont ceux qui sont trop précoces et qui du coup forcément ne vont pas pouvoir suivre l'instruction classique. Et c'est petit à petit en fait avec le temps, ça est devenu populaire et on s'est dit oui, c'est l'intelligence en fait, ça, la précocité c'est l'intelligence, ne pas pouvoir suivre l'éducation nationale parce qu'on est trop brillant, c'est l'intelligence. Et on a commencé à faire des tests pour les adultes et ainsi de suite. Donc c'était très réducteur en fait de ce que c'est que l'intelligence. Et à un moment donné, il y a des gens qui se sont dit non, l'intelligence c'est quand même plus complexe, donc on a parlé des intelligences multiples. Et donc tout un tas d'autres tests qui sont arrivés, notamment l'intelligence émotionnelle et tout un tas d'autres en fait, qui nous permettent d'évaluer d'autres aspects de l'intelligence. Et donc même si on arrive à le mesurer, ça devient quand même très vite très compliqué. Et donc moi ça ne me satisfaisait pas en fait de me dire comment, c'est quoi l'intelligence, comment la développer. À un moment donné, c'est pas répondre à tous ces questionnaires là quoi. Et donc en me posant de plus en plus précisément la question, je me suis rendu compte que finalement, la clé de l'intelligence humaine, la clé qui nous permet de déployer ce cadeau qu'on a en fait en tant qu'être humain, c'est l'attention. L'attention L''A2T. Donc notre capacité à un moment donné à nous connecter à quelque chose, ça peut être sur le plan intellectuel, émotionnel, énergétique ou physique, mais à un moment donné, on crée un pont entre qui on est et puis le monde, quoi. Et cette connexion, cette attention, c'est celle qui va nous permettre d'aller creuser dans une certaine direction une compétence, des connaissances. Et donc pourquoi pas après, en fonction de là où on porte notre attention, créer un chemin de vie et incarner un leadership authentique en fait. Je suis très content, Marc, que tu aies suggéré d'amener le sujet de l'attention pour démarrer ce premier module sur le leadership authentique. Parce que je sens effectivement qu'on touche à une des clés fondamentales de la chose dans son ensemble. Et que qui apprend à mieux maîtriser son intention, apprend à mieux maîtriser son intelligence et à développer son propre projet de vie. Le lien m'a l'air d'être vraiment très direct. Et puis dans nos conversations sur ce sujet, il y a quelque chose qui m'a beaucoup parlé, finalement une manière assez simple de décrire ce qu'est l'attention et en tout cas d'en distinguer 3 aspects qui permettent d'entrer dans le sujet de manière très pratique. En tout cas, j'ai trouvé que c'était assez pratique pour moi. Et ces 3 aspects sont la direction, l'intensité et la qualité de l'attention. Et moi, j'ai l'impression que c'est surtout l'aspect direction que j'ai dû développer dans ma vie. Mais peut-être que pour d'autres personnes, ce sera autre chose. Et pour mieux comprendre de quoi on parle ici, la direction, c'est tout simplement là où je pose mon attention. L'intensité, c'est avec quelle quantité de ressources cérébrales, par exemple, je me focalise dans cette direction. Et puis la qualité, c'est ces ressources que je focalise dans cette direction, à quel point j'ai de la capacité de la transformer en quelque chose qui a de la valeur pour moi et pour les autres. Et puis, j'ai trouvé que dans chacun de ces aspects,
si on lit en fait ce qu'il y a derrière, ça révèle finalement des qualités que selon moi un leader devrait avoir. La première étant donc pour donner une bonne direction à son attention. Ça veut dire que déjà on a des principes, on a des valeurs personnelles, on est connecté à ce qui est vertueux, à ce qui l'est moins. Et donc on va focaliser nos choix vers des choses qui sont vertueuses et qui valent la peine qu'on pose notre attention dessus. Et puis la qualité aussi tout simplement d'être souverain, d'être en capacité de faire des choix personnels et qu'on n'est pas juste, justement, ce que je disais dans la vidéo précédente, finalement, le produit d'un certain système et le résultat de certaines forces qui nous échappent et juste, finalement, la direction que je donne à mon attention m'échappe, en fait, je n'ai aucun contrôle dessus, je n'ai aucune maîtrise dessus. C'est défini par une autorité extérieure à moi-même. Et donc ça, c'est quand même un point fondamental. La direction que je donne à mon attention est synonyme de développer ce qu'on appelle le locus interne de contrôle, ça veut dire la maîtrise que je donne à mon chemin de vie. Ensuite, l'intensité de l'attention, c'est quand même pas mal lié à nos facultés, à nos capacités physiques, cognitives, mentales, émotionnelles, donc on va dire des qualités de résilience et de performance. Et ça, je suis sûr qu'il y a tout un tas d'exercices qui existent pour booster ces capacités et dont tu nous parleras à l'occasion. Et ensuite, cette question de la qualité, alors là, c'est des savoir-être aussi assez complexes à développer, mais c'est toujours possible de les développer si on ne les a pas suffisamment, et qui sont de l'ordre d'avoir des bonnes idées, d'être suffisamment créatif pour savoir transformer une certaine énergie en quelque chose qui a de la valeur. Finalement, la définition de la créativité que donne Ken Robinson, c'est ça, c'est la capacité de transformer des idées nouvelles en de la valeur ajoutée. Et pour moi, c'est aussi un certain pragmatisme et une capacité à incarner, à transformer quelque chose dans la matière et à solutionner des problèmes. Et c'est comme ça qu'une fois que j'ai choisi une direction et que j'ai mis une certaine intensité, c'est aussi créer de la valeur pour moi-même et pour les autres et de résoudre concrètement des problèmes qui va donner tout l'intérêt de cet exercice de consacrer mon attention à un problème. Et quand je fais le bilan personnel de ma vie, moi j'ai l'impression que sur ma capacité à me focaliser intensément sur quelque chose, ça je l'ai toujours eu. Et à employer ces ressources pour résoudre des problèmes donnés, alors même si c'est pas moi qui les avais posés, et c'est bien là le problème, en tout cas résoudre des problèmes qui me sont donnés, ça j'avais toujours une bonne capacité à résoudre des problèmes et puis à être aussi assez créatif pour trouver des nouvelles solutions. Et j'ai l'impression que ces ressources ont toujours été employées par une autorité externe, donc l'éducation nationale ou l'entreprise pour laquelle je travaillais. Et ces qualités-là que j'avais, qui sont constitutives d'un leadership, je les employais dans une direction qui m'était donnée pour faire de moi une sorte de machine de guerre ultra performante dans la compétition scolaire et économique, pour faire gagner le système, quoi. Et finalement, moi, depuis mes 26 ans, le gros de mon travail pour développer mes qualités d'attention et ce qui me manquait dans mon leadership, c'était clairement la capacité à prendre le pouvoir sur ma vie et à donner une direction à mon attention qui venait vraiment de moi et qui se dirigeait vers ce que je considérais personnellement comme vertueux et ce qui était connecté à mes valeurs. Et ça a été le début de tout un chemin, et au fur et à mesure que j'avançais là-dedans et que je découvrais, alors ça a été toute une énergie que j'ai eu besoin de déployer, ça n'a pas été une mince affaire, et plus j'y arrivais, plus j'arrivais à voir que en fait je peux choisir les problèmes sur lesquels je pose mon attention, et puis tout ce focus que j'avais pour être une machine de guerre économique, je suis arrivé à déplacer, waouh, quelle énergie ça a été pour les accorder à des problèmes qui me semblaient plus pertinents. Et au bout de quelques années, quand je regardais dans le rétroviseur, que je voyais que je commençais vraiment à m'attaquer à des problèmes de plus en plus exaltants et importants à résoudre et tout ça, et que j'arrivais à le faire avec efficacité, je regardais dans le rétroviseur et je regardais mes collègues qui en étaient toujours à employer toutes ces ressources pour gagner la compétition économique contre d'autres entreprises et tout, et où je voyais ces batailles totalement vaines, et je me disais, mais limite il faudrait que je devienne un militant
pour inviter ces personnes-là brillantes, qui ont plein de ressources mentales et intellectuelles, et juste qui les dirigent vers la rentabilité économique maximale, et de tous leur apprendre finalement à rediriger leur attention pour qu'on construise tous ensemble un monde meilleur, quoi, et que voilà. Et on peut changer le monde, il y a tellement de ressources et c'est juste la direction qui manque, quoi. Une direction plus vertueuse. En tout cas, ça a été, j'ai l'impression, une manière de résumer le travail de mes 10 dernières années, qui était d'employer mon énergie et de focaliser mon attention sur des problèmes qui en valent la peine pour œuvrer vers ce nouveau paradigme, enfin cette humanité, cette nouvelle humanité où il y a de la coopération et de l'entraide plutôt que de la compétition et de l'exclusion des gagnants et des perdants, des dominants et des dominés, quoi. Par rapport à ce que tu dis, ça me parle énormément en fait que cette notion de direction de l'attention est capitale en fait pour pouvoir vraiment mener la vie qu'on a envie de mener. Et en fait, je vois notamment avec les moyens et les technologies actuelles, c'est tellement facile de manipuler les gens pour choper en fait la direction de leur attention. Donc on pense bien sûr à des plateformes, notamment les réseaux sociaux en fait, qui sont tellement forts en fait pour non seulement récupérer de la donnée, mais l'analyser et l'utiliser à des fins de nous maintenir en fait sur la plateforme. Et ça en fait c'est quelque chose que le marketing connaissait depuis longtemps en fait. À chaque fois le but c'est d'attirer notre attention. Mais là c'est avec un niveau de précision, de personnalisation aussi, qui est tellement élevé que ça devient très très dur de savoir comment à un moment donné reprendre l'attention qu'ils nous ont capturée. Oui, là c'est plus l'idée de capter notre attention quelques minutes pour nous faire une pub, là c'est carrément vampiriser intégralement c'est ça. Toute notre énergie, quoi. Exactement, et souvent quand on a passé beaucoup de temps sur Facebook alors qu'on s'attendait à passer 5 minutes, ou Instagram ou Snapchat ou n'importe quoi, en fait on se rend compte que la qualité de notre attention elle a vachement baissé en fait. Non seulement la direction a été capturée, mais en fait la qualité même. On se sent abruti, on se dit mais qu'est-ce que j'ai vraiment gagné à tout ça en fait. Et donc ça peut être très frustrant. Et il y a de plus en plus d'études scientifiques qui montrent que y a des dépressions en fait qui sont liées à ce genre de choses. Donc ça devient grave en fait. Retrouver du coup la direction, c'est aussi retrouver le sens. Et c'est vrai que c'est ce dont on a besoin à l'échelle collective. Donc ça prend tout son sens de se dire mais ok, où est-ce que je mets mon attention? Quelle est la qualité d'attention que je donne à mes projets, à mon entourage, à mes relations, à moi-même? Et puis quelle est l'intensité en fait de cette attention? Moi c'est vraiment ce que je regarde en fait quand j'accompagne quelqu'un. Ça peut être une personne unique ou ça peut même être un collectif en fait. Je regarde quel est le niveau d'intensité. Et j'ai confiance qu'en fait si le niveau d'intensité est assez élevé, et je sais que ils vont y arriver en fait. Et à l'inverse, s'il est bas, ils n'y arriveront pas. Et on peut tous se connecter à ça en fait dans une certaine mesure. Si on regarde les problèmes qu'on a au quotidien, c'est les trucs qui se répètent et où on se sent bloqué. En fait, souvent le niveau d'attention qu'on a dans ces moments-là, il est assez bas. Et à l'inverse, les moments où justement on surperforme, où on se sent pleinement vivant, le niveau d'attention est très élevé. Donc ça peut être avec notre compagne dans certaines situations, ça peut être dans notre business, dans nos projets qui sont palpitants. Et là, on voit, le niveau d'attention est beaucoup plus haut. Toutes les choses de toute façon qu'on maîtrise aujourd'hui sont liées à un moment donné à une forme de régularité, à avoir octroyé de l'attention à quelque chose. Donc vraiment, l'attention, c'est la clé pour pouvoir vraiment déverrouiller un potentiel quel qu'il soit. Mais il y a cette notion de direction parce que si tu déverrouilles effectivement un potentiel qui n'est pas le tien, ta vie n'a pas de sens et au final ça devient compliqué tout simplement d'être constructif. Donc ça c'est sur la partie effectivement attention. Après, quand on essaie de se dire ok soit prenons le problème de l'attention et je vais décupler mon attention et forcément du coup ça va débouler sur un leadership authentique. C'est pas forcément facile, je trouve, de raisonner comme ça. Notamment à l'école, quand tu avais le prof qui disait concentre-toi. Ça marche 2 minutes, 2-3 minutes, et puis après, on se rend compte qu'on est repris dans nos propres trucs. La mouche, les pensées, voilà. Et moi, ce que j'aime bien faire, du coup, c'est plus de regarder quels sont les freins à l'attention. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, notre attention est capturée? On peut regarder les freins extérieurs, mais en fait,
très vite, on rentre dans un problème extrêmement compliqué parce qu'en permanence, il y a des milliards de choses qui peuvent nous distraire en réalité. Donc je trouve ça beaucoup plus pertinent déjà de regarder quels sont les freins intérieurs. Et si quelque part, si je maîtrise mes freins intérieurs, oui, forcément, j'aurai beaucoup plus de facilité avec l'extérieur. Et moi, ce que j'aime bien, c'est de les classer selon 4 dimensions. L'idée, c'est de simplifier au maximum sans être trop simpliste. Et ces 4 dimensions, c'est la dimension intellectuelle, la dimension émotionnelle, donc ce qui forme la dimension psychologique en fait, la dimension physique, et puis la dimension énergétique, on pourrait dire. Donc comment ça se traduit ? Un frein à l'attention intellectuelle, ça serait typiquement d'avoir une certaine rumination, certaines pensées qui viennent en boucle et qui viennent nous couper à un moment donné du dialogue avec l'autre, qui viennent nous couper à un moment d'être lucide par rapport à l'exigence de travail dans nos projets. Et ce frein-là, à un moment donné, il vient nous capturer de l'attention. Donc l'idée, en fait, c'est de dire, mais comment moi je vais récupérer après cette attention ? L'attention, elle peut aussi être capturée par l'émotionnel, le blocage émotionnel. Et là, ça va être souvent la colère, la peur, qui viennent de façon omniprésente et qui viennent nous bloquer à un moment donné, nous paralyser. Ça peut être corporel. Donc l'idée, paralyser corporellement, mais ça peut être la maladie aussi, tout simplement. La maladie est un appel à se dire, à un moment donné, là, ça déconne, il y a un problème. Et il y a l'énergétique. L'énergie, tu parlais du burn-out dans la dernière vidéo, la personne n'a plus du tout d'énergie au bout d'un moment. Et donc elle n'est plus en capacité de continuer son travail, parce qu'elle n'a plus d'attention. Comment on peut faire maintenant, une fois qu'on a dit ça ? Déjà, de se faire un petit peu une météo intérieure et de se dire, ok, si je parcours ces 4 dimensions là, aujourd'hui, maintenant, où est-ce que j'en suis en fait ? Est-ce que c'est fluide ou est-ce que c'est bloqué ? Est-ce que j'ai le choix, par exemple, des pensées que je suis en train d'avoir ? Ou est-ce qu'en fait, c'est un truc que je rumine depuis ce matin ? Est-ce que j'ai le choix des émotions que je suis en train d'avoir ? Ou pareil, est-ce qu'en fait, il y a un truc un peu omniprésent là, de peur, de colère, que je peux pas vraiment, j'ai pas de pouvoir dessus, quoi. Corporellement, comment je me sens physiquement, en fait ? Est-ce que j'ai de l'amplitude ? Est-ce que je peux mener l'action que je veux ? Ou est-ce que je suis en train d'avoir une action compulsive, une action mécanique en pilote automatique ? Énergétiquement, est-ce que j'investis mon énergie dans ce que j'aime, dans ce que je veux ? Ou est-ce qu'en fait, je suis en train, à un moment donné, de répéter pareil des schémas, de disséminer mon énergie, d'être complètement distrait ou pas ? Et donc, cette espèce d'hygiène, en fait, de juste se questionner sur, porter son attention sur ces différentes dimensions et de se dire, où est-ce que j'en suis maintenant ? Ça, c'est quelque chose déjà extrêmement puissant pour déverrouiller les freins qu'on avait à ce moment-là. Il y a une autre possibilité qui consiste à utiliser ce que moi j'appelle les agilités, c'est-à-dire de consciemment se dire, je vais par exemple utiliser mon intellect pour réinterpréter ce qui est en train de m'arriver. Par exemple, mon projet est en train d'échouer, j'ai passé une journée de merde, mes enfants sont insupportables. Au lieu de rentrer dans une forme de rumination par rapport à ça qui viendrait empirer le problème, bloquer notre attention, en fait de réinterpréter cognitivement et de se dire, tiens, j'ai vu la vidéo de Ramin et Marc, je vais essayer de penser différemment. En fait, ma femme ne me voulait pas de mal aujourd'hui, mes enfants non plus. Mon travail, en fait, je sens que ça patauge un peu, mais je vais passer au seuil d'après bientôt. Je sens que c'est le moment où tout va changer, en fait. Je le sens. Rien que ça, tu vois, on utilise l'intellect, l'agilité intellectuelle pour voir les choses différemment. Alors ça paraît un peu baguette magique et tout ça. Ouais. En réalité, des fois, ça permet à notre cerveau de se dire, tiens, il y a d'autres connexions neuronales en fait. On rebranche le cerveau un peu différemment et tiens, on va avoir 2-3 idées. Tiens, ce soir, au lieu de faire la gueule comme d'habitude, je vais peut-être mettre la table et peut-être que ça changera un peu la donne en fait. Oui, c'est pas une auto-hypnose pour se mettre dans un état de déni un peu débile, mais au contraire, rebrancher pour ouvrir des perspectives plutôt. C'est ça. Et le cerveau fonctionne comme ça en fait. C'est des relations entre des neurones qui vont nous connecter à certaines idées. On va associer une situation à certaines souffrances par exemple. Et donc là, la réinterprétation cognitive, comme on l'appelle en science, qui est la plus étudiée scientifiquement, l'idée c'est de dire, ok, on va contrebalancer cette relation-là par une autre relation et on va voir ce qui se passe. Est-ce qu'on arrive à court-circuiter la dysfonction ? Ça, c'est une agilité intellectuelle. Après, il y a des agilités émotionnelles. En jouant sur nos émotions, on peut essayer de changer nos émotions, un peu comme les acteurs. On a l'agilité énergétique avec la respiration, par exemple, et travailler sur la respiration. Là, scientifiquement, pareil, c'est étudié. La méditation, par exemple, va permettre de changer notre état intérieur.
tu vois, de reprendre le contrôle à un moment donné sur l'attention. Mm. Et puis l'agilité physique, hein, on le sait tous, ouais, quand on fait du sport, à un moment donné, ça va générer des choses. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail des molécules, mais qui nous permettent de, se vider la tête et de, du coup, être capable de remettre de l'attention là où on n'était plus capable. Donc tu vois, c'est quand même un petit peu différent entre mettre sa conscience sur ces différentes dimensions et puis utiliser l'agilité pour dépasser quelque chose. Et les deux sont finalement des méthodes ultra puissantes pour sortir des blocages. Je vois, Marc, que tu en es à partager des clés pratiques et très actionnables, et puis j'ai envie d'en partager aussi. Et avant ça, j'aimerais quand même partager un peu plus mon témoignage personnel, encore une fois, en partant de ce modèle que tu as, et j'adore la simplicité des modèles que tu me partages, voilà, qui sont actionnables, et on n'est pas sur des choses tellement complexes qu'on n'arrive même pas à trouver comment les appliquer à nos vies. Là, voilà, ces dimensions mentales, émotionnelles, physiques et énergétiques, voilà, c'est des choses qu'on arrive à se représenter, on peut se reconnecter à notre vécu, et puis on arrive à se représenter aussi les leviers pour progresser. Et moi, dans mon témoignage personnel, j'ai l'impression que sur les 10 dernières années, une des dimensions sur laquelle j'ai eu le plus à me développer et à travailler mon niveau d'attention, c'est sur l'émotion. Et peut-être que certains se reconnaîtront, mais à force d'avoir justement focalisé mon attention et mes ressources sur des choses très rationnelles, sur mémoriser, calculer, avoir des bonnes notes pour avoir le bon statut social, organiser les trucs, la logistique, etc. Enfin, d'être en permanence dans cette forme d'organisation de choses très concrètes et intellectuelles, je me suis, j'ai presque oublié de me connecter à mon monde intérieur et en particulier à mes émotions. Et quand j'ai démissionné de mon job à 26 ans, de mon job de consultant, il y a une rencontre très chanceuse que j'ai eue. C'est une cousine que je connaissais depuis la petite enfance, mais là on a noué un peu plus de liens à ce moment-là. Et puis comme ça on passait des soirées, plusieurs heures ensemble à refaire un peu le monde. Et c'était, j'ai l'impression, la première personne en fait dans ma vie qui me posait la question et qui avait l'air d'être réellement curieuse d'en savoir plus sur comment tu te sens, Ramin, là maintenant. Et c'était une invitation à du coup tourner l'attention vers moi et de me sentir. Et moi, au début, je ne savais pas quoi répondre. J'avais ni les capteurs, ni le vocabulaire pour décrire ce que ces capteurs sont en train de capter. Et donc ça a été le début d'un travail qui vient assez vite. Une fois qu'on commence à poser l'attention dessus, on se rend compte que tiens, je sens des choses, et c'est pas que de la joie, il y a des choses, tiens, j'ai de la colère en fait, etc. Et puis ça a été le début de tout un chemin pour apprendre à développer tous les canaux pour me connecter au monde et notamment me connecter à moi-même. Et sachant que j'avais un tel déficit dans ce domaine-là que c'était vraiment un handicap quelque part dans mes relations. Et mes relations ne pouvaient pas dépasser un certain niveau de profondeur du fait que j'avais des œillères sur capter la douleur, les blessures chez l'autre ou la complexité de son état émotionnel. Et j'étais pas connecté au mien, donc déjà c'est difficile de me connecter aux autres. Et donc cette qualité dont on parle, qui est l'empathie, qui est extrêmement importante à avoir en tant que leader, c'était assez faible chez moi, quoi. J'étais quelque part anesthésié et déconnecté. Justement au service d'objectifs très rationnels et techniques. Et ça a l'air au début d'être une sorte de perte de temps, comment est-ce que je vais faire tout ce que j'ai à faire dans ma vie si je commence à passer trop de temps à me sonder et tout ça. Mais en fait, non, c'est du temps très bien investi, croyez-moi, et qui permet de débloquer énormément de choses. Et moi, le premier résultat que ça a eu, c'est de découvrir que j'avais beaucoup de colère en moi, en fait, et que je n'avais pas beaucoup écouté dans ma vie, et que cette colère avait des choses extrêmement intéressantes à me raconter pour m'aiguiller dans la vie. Et on parlait tout à l'heure de cette déficit que j'avais de pouvoir poser une direction par moi-même, de diriger mon attention de manière autonome. Et notamment, l'écoute de ma colère a été quelque chose d'extrêmement puissant pour me donner une direction. Qu'est-ce qu'elle est en train de me dire, la colère? Elle était en train de me dire « je ne veux plus vivre telle situation ». Et c'était une colère très affirmative aussi, qui est « je veux vivre en fait plein de situations ». C'est ça, c'était ma locomotive et mon moteur. C'était un fuel pour moi, la colère, pour accompagner cette redirection de mon attention.
Et donc voilà, la colère peut être une énergie extrêmement puissante et positive du moment qu'on ne s'embourbe pas et qu'elle n'est pas destructrice du monde et qu'on ne rentre pas dans des schémas guerriers un peu stériles, mais qu'on emploie vraiment à se poser dans une écoute de ce que cette colère a à dire et qui nous révèle en fait des choses extrêmement constructives si on lui offre suffisamment d'espace d'écoute et qu'on se donne de l'empathie déjà à soi-même et qu'on a aussi des partenaires autour de nous qui sont capables aussi d'écouter notre colère et qui nous aident sur notre chemin et qui nous soutiennent. Donc voilà, un premier outil très simple que j'aurais envie de partager avec nos auditeurs, c'est tout simplement ce qu'on appelle l'écoute empathique. Ça veut dire que on a une personne en face de nous qui ne va pas s'employer à réagir à ce qu'on dit, à rentrer dans une dynamique de conversation et d'échange et de discussion et on va essayer de trouver des solutions ensemble. Non, c'est juste une personne qui se met dans une posture d'accueil inconditionnel, de soutien de ce qu'on a à dire et qui va réceptionner non seulement le contenu de ce qu'on a à dire, mais aussi toutes les émotions et puis voilà, être dans une intention de compassion et d'empathie pour l'autre personne. Et après, d'autres clés que j'aimerais partager, c'est des choses assez simples et puissantes. Et là, c'est plutôt quand on est dans des schémas collectifs. Mais quand une réunion commence, on sent souvent qu'il y a la moitié du groupe qui arrive un peu fatigué, qui n'a pas trop d'énergie. On sent que quand la réunion commence, on rame un peu tous ensemble là, pour se mettre dans cette énergie, dans cette intensité de laquelle tu parlais. Et qui est ce sentiment que waouh, on a tous l'énergie pour être là, on est bien présent, on est dans l'instant et on a suffisamment de vitalité et d'envie, d'enthousiasme pour coopérer ensemble, pour résoudre des choses ensemble. Et pour atteindre ce niveau-là, parfois il y a des choses qu'on peut passer juste 5-10 minutes à faire et qui permettent d'enclencher ce mode-là. Alors parfois ça peut être des jeux de connexion et des jeux énergisants, donc il y en a plein sur internet, je vous invite à aller chercher si vous n'en connaissez pas encore. Mais c'est notamment des jeux qui sont employés dans le domaine de l'animation. Les animateurs de centres aérés qui font des choses avec les enfants, en fait, c'est le genre de choses qu'on peut faire aussi en entreprise et tout ça. Et puis ça booste la qualité d'attention collective pour entrer dans une réunion avec une énergie, quoi, avec un certain niveau d'énergie. Et puis après, quelque chose qui peut prendre soin de l'état émotionnel et psychologique dans lequel les personnes arrivent, c'est tout simplement une météo. Alors parfois les météos ça peut être très long, il y a 15 personnes et du coup on est là à écouter chaque personne qui nous parle un peu de sa vie pendant 2 minutes et on a perdu entre guillemets une demi-heure à écouter tout le monde. Et il y a la technique très simple de diviser en groupes de 3 parce que c'est pas important que tout le monde écoute tout le monde finalement, mais c'est que chacun a eu un espace pour déposer et s'exprimer. Et du coup pour entrer dans une réunion en disant ok, tous ces problèmes que j'ai dans ma vie et sur lesquels je rumine et qui me fabriquent des émotions bloquantes, bon voilà quoi, j'ai eu un espace de dépôt, j'ai reçu de l'empathie, c'est bon, maintenant je suis prêt pour la réunion, quoi. Et si on donne juste 3 minutes à chacun pour s'exprimer dans un groupe de 3, voilà, ça dure 10 minutes. Et après, on peut commencer la réunion dans de meilleures conditions. Après, autre chose une autre clé dont j'ai été témoin, et puis c'est la dernière que je partagerai, à un moment donné, j'ai commencé en tant que participant à un cercle restauratif. Donc un cercle restauratif, c'est une réunion où on va directement affronter nos conflits qu'on a dans un groupe, et on va s'adresser les uns aux autres directement pour dire ce qu'on a sur le cœur et essayer de croître en compréhension mutuelle et voilà, et prendre notre part de responsabilité dans nos conflits. Et parfois c'est des trucs voilà, où on arrive très chargé avec beaucoup d'appréhension, beaucoup de peur et tout ça. Et du coup on en est à avoir des sensations physiques souvent assez fortes en arrivant dans ce genre de réunion, tellement l'émotionnel est fort. Et le facilitateur de ce cercle nous a invités au début à prendre 5 à 10 minutes pour faire un réveil corporel. Et puis tout simplement, on a fait des exercices d'étirement, de réveiller un peu différentes parties du corps, et voilà, de faire une sorte de dégagement un peu de toute cette accumulation et cette cristallisation qu'on avait dans nos corps, quoi. Et voilà, et j'ai pris un peu de temps à partager tout ça parce que je sais d'expérience que ce n'est jamais fait en fait, presque. On se lance comme ça dans une réunion collective et puis en fait et je vois beaucoup de réunions où on s'embourbe, où on perd du temps, où justement il y a un déficit d'attention et puis et on sent bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas là pour que l'émulation se fasse. Et parfois des outils très simples comme cela de facilitation peuvent vraiment mettre l'intégralité de l'équipe dans une bonne condition pour travailler ensemble. Voilà ce que j'aurais à dire sur comment
développer une qualité d'attention sur ces canaux qu'on a tendance à ignorer, quoi. C'est ça que je trouve assez fascinant en fait, quand on met en lumière cette notion d'attention et qu'on utilise ces 4 dimensions. Pourquoi ? Parce que, comme tu viens de le souligner avec ton partage, on peut passer de l'individuel au collectif. C'est-à-dire qu'il y a une attention collective à un moment donné dans une réunion. On voit quel est le niveau d'attention du collectif. À un moment donné dans une réunion, il peut y avoir des freins à cette attention, qui peuvent être des freins émotionnels, intellectuels, corporels ou énergétiques. Et du coup, effectivement, les outils que tu partages de facilitation, c'est des choses très puissantes potentiellement pour aller chercher ce frein et utiliser l'agilité qu'on va avoir via ce petit jeu, par exemple, de centrage, ce petit jeu de météo, ce petit jeu d'utiliser son corps à un moment donné. C'est rien d'autre qu'aller utiliser l'agilité qu'on a dans cette dimension pour aller libérer l'attention qui était en train de se bloquer. Et donc tous les jeux politiques, tous les jeux de il m'a pas écouté, du coup je l'écoute pas, tous les jeux de en fait il m'a mal parlé, du coup émotionnellement je suis pris, tous ces trucs là en fait qui font que les réunions sont complètement contre-productives, eh bien on peut les dépasser en réalité. Et c'est vrai qu'il y a un côté contre-intuitif au départ dans les entreprises que j'accompagne où ils sont en train de se dire mais waouh, vous m'ajoutez de la complexité en fait. J'étais que dans l'intellect et à un moment donné vous me dites mais il y a aussi le corps, l'émotion, le machin. Et en fait très vite ils font l'expérience de waouh, qu'est-ce que ça permet ? Non seulement en termes de qualité d'échange, mais ce qui est le plus bluffant que je vois aussi, c'est en termes de qualité par rapport à la performance et au projet. Et c'est ça que je trouve hyper puissant. Et on est dans un monde où collectivement, en fait, on a besoin à un moment donné de ne plus être que dans l'intellect. Il y a besoin d'aller plus dans ok, qu'est-ce qui a du sens ? Où mon énergie a envie d'aller ? Tu vois, qu'est-ce qui est en lien avec mon émotionnel ? Si je suis en train de détruire la planète, à un moment, mes émotions, elles vont pas bien. Tu parlais de la colère. Hein. Toi, tu avais une colère, mais c'est oui, tu étais en train de contribuer à quelque chose, à un monde que tu ne voulais pas voir. Enfin. Et donc, ces émotions-là sont génératrices de sens. Moi, j'étais dans la peur, en train de me dire, mais ouais, le monde est en train il se passe quelque chose de dramatique, en fait, et moi, je suis dans ma tour d'ivoire, en train de faire des articles scientifiques que personne ne va lire potentiellement. Et donc, ouais, il y avait une dissonance là aussi. Et je trouve qu'on a besoin de plus en plus d'aller justement avoir une approche plus holistique et de se dire, ok, est-ce que je peux aller chercher l'émotionnel ? Est-ce que je peux aller chercher aussi les autres dimensions ? Et après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des individus qui vont avoir énormément de facilité dans l'émotionnel, donc ils ne vont pas se retrouver peut-être dans ton partage là. Eux, leur difficulté, ça sera plus dans l'intellect. En fait, les émotions, ça sera hyper fluide, il n'y a aucun souci. Mais intellectuellement, quand ils ont décidé qu'une personne était conne, elle est conne et on ne l'écoute plus, quoi. Et c'est bluffant, voilà. C'est un autre type de fonctionnement. Et donc eux, en fait, le travail qu'ils vont être amenés à faire, ça va être de justement aller challenger leur intellect. Et donc il y a plein de méthodes pour ça, des techniques de développement personnel, mais juste aussi de l'hygiène d'écoute et de se dire, ok, si j'arrête de partir du principe que la personne est conne, qu'est-ce qui se passe, quoi ? Est-ce que je peux l'écouter à un endroit ? Et donc ces écoutes empathiques dont tu parlais, ça peut être très puissant en fait, de se dire tiens, je vais écouter le point de vue de quelqu'un d'autre, quelqu'un que j'aime pas peut-être, et voir qu'est-ce que ça me fait réellement. Donc voilà, il y a tout un tas d'outils et à travers ce premier module dans cette formation, en tout cas, on va jouer justement à utiliser cette attention des auditeurs, on va l'amener sur certains sujets et avec pour vocation de décupler à un moment donné leur leadership. Qu'est-ce que ça veut dire en fait quand eux ils ont ce leadership authentique ? Parce que ça voudra dire quelque chose de différent de toi et moi. Et donc on va regarder effectivement certains éléments de leur passé, certains conditionnements potentiels. On va aussi regarder certains éléments de leur présent, comment ils gèrent certaines situations de blocage. Et puis éventuellement regarder le futur et peut-être une certaine forme d'anticipation et de peur de l'échec parfois, qui viennent aussi embourber notre attention dans quelque chose qui n'a pas réellement de sens et qui n'a pas le pouvoir de décupler notre puissance.